Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change. Et au sommaire de cette édition, on va parler private equity dans patrimoine thématique. On va présenter les enjeux actuels de la classe d'actifs et du marché du private equity avec Paul Moreno-Blosseville, président d'Opale Capital. Ensuite, dans Enjeux patrimoine, je suis ravie de retrouver Violaine de Serran de BNY Investment et Alain Krief de Edmond Rothschild Asset Management, avec qui nous parlerons des marchés obligataires et à leur prise en compte dans une stratégie de gestion de patrimoine. Enfin, dans la dernière partie, l'œil de l'expert, on reparlera du private equity, mais sous un autre prisme, dans une optique de vulgarisation et d'explication de ce qu'est cette classe d'actifs. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti pour patrimoine thématique. Nous sommes ravis de retrouver Paul Moreno-Blosseville, président d'Opale Capital sur ce plateau. Bonjour Paul. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on a donc une dizaine de minutes pour présenter les enjeux actuels du marché du private equity, ainsi que la réponse d'Opale Capital face à un environnement économique et géopolitique incertain. Pour commencer, Paul, le marché du private equity fait face à certaines tensions en ce moment, et c'est un marché qui reste tout de même polarisé. Qu'est-ce qu'on peut retenir du premier semestre de 2025 ? Alors, si je récapitule le travail que fait un fonds de private equity, on peut le synthétiser en 3 étapes. Première étape, c'est de lever de l'argent auprès d'investisseurs. Deuxième étape, c'est de l'investir, de trouver des sociétés dans lesquelles rentrer au capital ou venir financer de la dette. Et troisième étape, c'est de faire ce qu'on appelle l'exit, c'est-à-dire céder cette société ou récupérer l'argent et le rendre aux investisseurs initiaux. Et en fait, vous avez un cycle vertueux où plus vous versez d'argent aux investisseurs, plus ils vont être capables de participer au levée de fonds. Que se passe-t-il sur chacune de ces 3 étapes ? En fait, c'est un marché qui est vraiment en tension. Si on commence peut-être par les investissements se portent bien en montant. On voit relativement des montants qui sont assez constants. Mais c'est en nombre de transactions, on a un effondrement. Okay. Pour vous donner quelques chiffres, les avez ici. Les transactions, on comptait sur 700 à 800 transactions par trimestre sur la période 2022 à 2025, donc relativement constante. Et ça s'est effondré à 400 à peu près transactions sur le deuxième trimestre 2025. Donc vraiment une situation assez terrible. Ça se traduit également sur la partie exit. Sur cette partie exit, on est vraiment en train de rendre de moins en moins d'argent aux institutionnels. Alors, encore une fois, il y a une situation contrastée entre les montants qui sont plutôt en croissance, mais le nombre d'exits, pareil, s'effondre. On était entre 300 et 400 par trimestre entre 2022 et 2025. Ça s'est effondré à peu près 200 sur le deuxième trimestre 2025. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que le début d'année, ça allait plutôt bien. Et là, l'optimisme s'est un petit peu effondré sur la deuxième partie de cette année. Oui, on avait connu une onde de choc avec la remontée très violente des taux d'intérêt en 2022. Cette onde de choc s'était résorbée et le marché avait plus ou moins repris la tendance à la hausse à peu près partout. Ça se constatait vraiment en 2024, trimestre après trimestre, et au premier trimestre 2025. Et vraiment, il y a un événement, vraiment le 2 avril, le Liberation Day, qui a remis ce marché dans une incertitude assez forte et qui fait que tout le monde est concrètement en train de chercher le prix et d'avoir cette incertitude-là. C'est à ce moment-là que les tensions se sont vraiment installées sur le marché du private equity ? Disons que le marché était encore c'était assez fragile. Hein. On était en regain de dynamisme, mais c'était encore fragile et vraiment ça a remis... ça a ressoufflé le vent sur le château de cartes. Est-ce qu'on peut parler d'un marché à 2 vitesses selon vous, Paul ? Oui, alors et effectivement, c'est un très bon point. C'est que ce que j'ai évoqué, ce sont les chiffres agrégés du marché qui est en tension. Néanmoins, comme je l'ai dit, en fait, il y a des très très belles sorties. Oui. Il y a des levées de fonds qui se passent très bien. Aujourd'hui, encore la semaine dernière, un des fonds que je suis et qui est particulièrement bon m'a encore annoncé qu'ils allaient faire une sortie à 5 fois. Pour la mise initiale. Donc on retrouve encore des très belles sorties. Du côté des levées de fonds, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est un marché qui est encore très difficile. En 2024, on a à peu près la moitié des fonds qui ont mis plus de 2 ans à lever leurs fonds. C'est énorme parce qu'en fait, en 2019, il n'y en avait aucun.
Ah d'accord. Et en parallèle, on a encore des fonds qui mettent 6 mois ou moins pour lever la totalité de leurs fonds. Donc vraiment, il y a cette polarisation que vous évoquez, Oui. qui est en fait, certains fonds captent la totalité de l'attention des investisseurs et les autres sont clairement délaissés. Ok. Et est-ce que, quels sont, justement, vous disiez les investisseurs, quelles sont les attentes des investisseurs, justement? Alors aujourd'hui, ils sont tous un peu en souffrance. Hein. Ouais. Vous êtes un investisseur institutionnel habitué d'investir dans le private equity. Aujourd'hui, vous avez reçu sur les millésimes entre 2018 et 2021 entre 3/4 et la moitié de ce que vous aviez l'habitude de recevoir sur le cycle 2010-2017. Donc vous êtes vraiment dans une situation où vous comptiez sur ces distributions pour pouvoir continuer à vous engager dans les levées de fonds des fonds. Aujourd'hui, vous êtes un peu pris à la gorge, vous avez reçu nettement moins que ce dont vous avez besoin. D'accord. Donc en tant qu'investisseur institutionnel, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est que les fonds cèdent dans des conditions qui soient bonnes ou moins bonnes. En fait, vous voulez récupérer l'argent, vous voulez pouvoir retrouver un dynamisme pour vous réengager dans les fonds. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, pour ce qui est du contexte géopolitique et macroéconomique. Donc c'est un contexte incertain qui rend la prévision des tendances de marché plus compliquée. Quels sont les points de turbulence à l'horizon? Alors, il y en a énormément. Hein. Je pense que la seule certitude que j'ai moi, c'est que on ne s'achemine pas vers une résolution de tout ça. D'accord. Il y a des conflits géopolitiques, Oui. on a des guerres, on a des situations sur les tarifs douaniers qui n'est pas encore résolues, on a des situations politiques qui sont compliquées. Aux États-Unis, en France, aux États-Unis, vous avez les situations sur le plafond de la dette, sur la mise sous tutelle de la Fed. En France, vous avez les élections potentielles à venir ou la nomination d'un 5e Premier ministre en 2 ans. On a énormément d'incertitudes. Donc, selon moi, en fait, c'est pas au 2e semestre de 2025 que cela va se résoudre. Et donc, en fait, finalement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ce contexte qui continue à être très incertain. Oui. Et comment on fait, du coup? Alors, nous, je vais vous donner l'approche de PAL Capital. Hein, là-dessus, nous, en fait, on va avoir une approche à nouveau très polarisée, c'est un peu le mot du jour, entre des stratégies très défensives ou des stratégies très offensives, mais de façon très ciblée. Ok, on va détailler les deux. On commence peut-être par les stratégies du coup défensives. Alors, sur les stratégies très défensives, ici, l'idée, c'est de se dire que c'est un marché sous tension et que ceux qui vont apporter des solutions de liquidité à ce marché sous tension vont être de façon peut-être un peu démesurée, mais très bien rémunérés pour ce service qu'ils apportent. Qui sont ces apporteurs de liquidité? Vous avez les fonds de secondaire qui viennent en fait résoudre la tension des institutionnels qui se retrouvent à attendre ces distributions qui ne viennent pas. Vous avez des fonds de crédit, dits crédit tactique ou crédit opportuniste, qui vont venir justement aller financer des situations pour lesquelles, en fait, sinon, le marché est un peu tendu, un peu bloqué. C'est le crédit privé, ça? Voilà, c'est des marchés de dette privée, tout ça. D'accord. Et puis, vous avez les fonds de dette privée de type, ce qu'on appelle le direct lending, qui vont venir financer des LBO au moment où ils se mettent en place. Et en fait, ici, pourquoi c'est un apport de liquidité? C'est qu'aujourd'hui, il y a 3 fois plus de capital côté private equity qui cherche à se déployer par rapport au montant qui cherche à se déployer en direct lending. Donc ici, vous avez vraiment les 3 stratégies, à nouveau un secondaire, un crédit tactique et direct lending, qui vont être vraiment des stratégies très défensives. Et maintenant, on peut peut-être parler du coup des stratégies plus offensives. Alors sur les stratégies très offensives, et encore je le répète, il y a certains fonds qui encore réussissent à faire des très belles sorties et qui font leur levée de fonds en un temps éclair. Exactement. Donc, quels sont les fonds qui réussissent à faire ça? En fait, ce sont les fonds qui ont une stratégie hyper claire et hyper différenciée. D'accord. Où, en fait, quand vous voyez dans la presse tel fonds a acquis cette société, vous dites, c'est une évidence, c'était sa stratégie, c'est ce pourquoi il est bon, bien évidemment qu'il devait le faire et bravo. Quels sont ces fonds? En fait, c'est des fonds qui ont 2 caractéristiques. Première caractéristique, ce sont des fonds qui ont appris à investir et à faire leur exit avec très peu de levier. D'accord. Pourquoi c'est important? C'est qu'ils ont appris donc à faire leur multiple de sortie uniquement grâce aux effets opérationnels. Ils n'ont pas compté sur l'ingénierie financière. Et en fait, c'est ça qui les différencie aujourd'hui, c'est qu'ils ont appris à délivrer alors que l'environnement financier n'est pas très porteur. Deuxième caractéristique, et vraiment il faut combiner les deux, c'est une expertise sectorielle très poussée. Aujourd'hui, si vous êtes un fonds généraliste face à ces fonds sectoriels spécialistes, vous allez avoir du mal justement à avoir accès aux bonnes opportunités.
vous faites partie, par exemple, du secteur de la santé. Et en fait, dans le secteur de la santé, très clairement, les entreprises ont identifié qui sont les fonds qui savent de quoi ils parlent et qui sont les fonds qui sont uniquement des apporteurs de capitaux. Aujourd'hui, les entreprises dans la santé et dans tous les secteurs qui sont vraiment très portés sur des tendances de très long terme, ils ont besoin de se faire accompagner par des spécialistes parce que, en fait, c'est ça qui va faire la différence jour après jour dans l'accélération de leur croissance. Donc nous, c'est comme ça qu'on se positionne. On va aller sélectionner des fonds qui sont de relativement petite taille. Petite taille dans le monde du private equity, c'est moins de 3 milliards. Et qui vont être le plus possible monosectoriels ou alors avec 2 secteurs très bien marqués, avec des équipes différenciées qui savent de quoi elles parlent. Merci beaucoup, Paul. Paul Moreno, Blossville, président d'Opal Capital. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, et quant à nous, on se retrouve dans Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine, une séquence aujourd'hui consacrée à la prise en compte des marchés obligataires à la rentrée et dans une stratégie de gestion de patrimoine. Donc on a beaucoup de questions et nos 2 invités vont nous apporter beaucoup de réponses. Avec moi en plateau, Violaine de Serran, directrice du bureau parisien qui couvre la France et le Benelux de BNY Investments. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour. Oui, bonjour Pauline. Alors on va commencer cette table ronde par faire un rapide bilan de l'été. Violaine, qu'est-ce qu'on a retenu de cet été sur les marchés? En fait, sur les marchés actions, ça a été un été plutôt très porteur, ou en tout cas pour ceux qui étaient en vacances, on n'a pas été perturbé par des appels incessants de clients qui auraient pu se retrouver dans une situation de crash de marché qu'on a pu avoir certains étés. Donc c'est vrai que ça a été un marché à la fois porteur sur les marchés actions et finalement sur les marchés obligataires. Un marché qui a été très porteur pour la partie risquée, pour le high yield. En fait, le high yield a poursuivi sur sa belle lancée. Le crédit investment grade a une performance modeste, mais certes positive. Donc, c'est vrai que c'est un été, je dirais, qui était un peu un été non-event. Il y a peut-être 2 points à retenir cet été d'un point de vue obligataire, et on en parlera certainement un peu plus en détail. Je dirais le premier point, c'est la courbe des taux américaine. Comme vous le savez, en fait, par le passé, la courbe des taux ces dernières années était plate. Donc, ça veut dire qu'on avait le même type de rémunération en prêtant à court terme qu'à long terme. Aujourd'hui, en fait, on a une prime pour prêter à long terme de l'ordre de 1,2% de différence entre du 30 ans et du 5 ans. Donc, c'est vrai que ça amène aussi un peu plus les gens à prendre un peu plus de duration. Donc, ça, c'était un premier événement notable et qui, en fait, vient entre autres de ce qu'on anticipe pour les banques centrales, mais je crois qu'on en parlera un peu plus en détail. Et l'autre point, évidemment, c'est plus proche de chez nous, c'est la France qui continue à faire... il continue à avoir des tensions sur la dette française. On a aujourd'hui la France qui prête à peu près au même taux que l'Italie sur du 10 ans, mais qui prête de façon plus chère sur du 5 ans que l'Italie. Donc ça, c'est vrai que 10 ans autour de 3,55 en ce moment à peu près, au-delà de 3,50. Oui, donc on est vraiment sur des niveaux... bon, après, c'est vrai que nous, on anticipe des spreads qui pourraient monter maximum jusqu'à 90, 95, donc on n'est pas très loin de ça par rapport à l'Allemagne. Oui, le spread franco-allemand est autour de 80 points de base en ce moment à peu près en Violaine. Oui, et donc le max, je dirais dans le scénario le plus catastrophique, on est à 90, 95 points de base. D'accord. Après, c'est quelque chose qui a été quand même joué ça fait quelques temps quand même qu'il y a ce spread assez important entre la France et l'Allemagne, mais c'est vrai que la rentrée devrait être, je dirais, autour du 8 septembre, 10 septembre. Un peu mouvementé peut-être Oui, sur les taux français. Après, l'impact, on en parlera un peu plus après, mais l'impact finalement sur le crédit a été assez mesuré, même sur le crédit français. La seule chose, c'est peut-être un peu il y a eu un petit peu de tension sur les papiers émis par les banques françaises, mais dans l'ensemble, je dirais... en tout cas, un été qui, de façon globale, a été porteur pour les investisseurs en obligataire. Je pense qu'ils ont bien dormi tranquille cet été. Je pense qu'on peut directement parler un petit peu des banques centrales avec vous, Alain Krief. Qu'est-ce qu'on peut dire des baisses des taux attendues aux États-Unis là pour la fin d'année et quel impact du coup sur le marché obligataire? Alors, il y a beaucoup de baisses des taux attendues du côté des États-Unis. Alors, cette année, il y en a normalement 2. D'accord, jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre. Une en septembre, qui est quasiment faite. Oui, c'est à 87%, je crois. Voilà, Jérôme Powell l'a dit, l'a annoncé. Décembre, c'est un peu moins sûr. Et par contre, ce qu'il faut voir, c'est que l'année prochaine, il y a encore 4 baisses des taux qui sont pricées. Pour 2026. Pour 2026. D'accord. Donc, il y a eu un décalage entre la baisse des taux côté européen et côté américain. C'est ça. Pour la bonne raison, c'est l'inflation. Un peu plus d'inflation
aux États-Unis. Aux États-Unis, enfin disons un risque d'inflation et une inflation un peu plus importante aux États-Unis qu'en Europe, où on a vu des chiffres qui étaient très rassurants côté inflation. Et c'est pour ça qu'on a eu une séquence de baisse des taux beaucoup plus marquée, régulière côté européen. Je reviendrai juste un point sur, avant de parler des banques centrales, sur le bilan de l'été, non pas le bilan de l'été, je ne vais pas revenir sur ce que dit Violaine, mais globalement, si on regarde aussi les performances depuis le début de l'année, le crédit, les dettes d'entreprise ont aujourd'hui, à ce jour, des très bonnes performances de l'ordre de 4%, quand les taux souverains, alors on parlait de l'agitation qu'on attend sur la France, mais de façon générale, les taux souverains ont une performance, l'indice des taux souverains a une performance de 0, voire négative depuis le début de l'année. Donc on a une vraie décorrélation, ça c'est sur l'Europe. Là où aux États-Unis, l'effet baisse des taux qui est venu un peu en retard, les États-Unis, les rendements des indices américains sont un peu plus positifs grâce à cette baisse des taux qui s'est d'ailleurs produite aussi avec une pontification en effet, mais qui s'est produite aussi pendant l'été, puisqu'on a eu quand même plus de 20 BP, même sur le 10 ans, de baisse des taux aux États-Unis. Et vous vouliez préciser sur les banques centrales, du coup Alors sur les banques centrales, en fait, sur l'Europe, on n'attend pas grand-chose. C'est ça. Et j'ai dire, tout est pricé. On aura certainement, en fait, l'action des banques centrales, notamment de la BCE, va dépendre surtout de ce... Est-ce que la croissance va un peu rebondir? L'inflation, on la voit vraiment baisser, donc il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Et j'allais dire, on va même importer de la déflation venue de la Chine. Donc a priori, on ne devrait vraiment pas avoir de problème. Après, il faut quand même atteindre le taux, le taux terminal, ce fameux taux neutre. Voilà, donc il y a encore deux factions, il y a deux parties différentes. L'une essaye de peser pour une baisse supplémentaire, d'autres voient qu'on a déjà atteint un niveau qui est satisfaisant. Oui, c'est vraiment différent entre les États-Unis et l'Europe. Pour le coup, complètement ça n'a différent. Rien à voir. Voilà. Et ce qu'il faut rajouter quand même aux États-Unis, c'est bien sûr que c'est Jérôme Powell, chairman de la Fed, qui décide aujourd'hui avec son board et ses gouverneurs. Mais il y a une très forte pression de Donald Trump. C'est vrai que c'est un autre sujet, mais on peut se poser la question de l'indépendance de la Fed à court terme, en fait. À assez court terme, en effet, puisqu'on a bien sûr donc Donald Trump veut sortir Lisa Cook. Oui. Et si c'est le cas, s'il réussit à sortir Lisa Cook, ça peut changer la donne, parce que je vous rappelle que aujourd'hui, donc on attend 150 BP d'ici fin 2026 de baisse des taux de la Fed. Donc c'est pour ça qu'on dit 6 baisses de taux de 25. Maintenant, fin 2026, maintenant, Donald Trump voudrait 300 BP, donc le double. Oui. Donc si jamais on peut mettre en cause, on peut supposer que Donald Trump arrive à ses fins et on n'aura plus l'indépendance de la Fed, ce qui n'est pas souhaitable, je pense, pour les marchés, pour être honnête. Là, on pourra avoir des baisses de taux beaucoup plus importantes. C'est un sujet très intéressant qui fera sûrement l'objet d'une prochaine table ronde. Mais là, on va se pencher, avant de se pencher quand même sur les classes d'actifs. Violaine, la place de l'obligataire dans un portefeuille, quelle place doit prendre selon vous, selon BNY Investment, l'obligataire dans un portefeuille? Alors, en fait, je vais parler plutôt pour un investisseur européen, avec le monétaire qui aujourd'hui rapporte autour de 2%, voire moins, les livrets A, etc. Et l'obligataire, qu'il soit investment grade qui rapporte autour de 3% ou le high yield entre 5 et 6% selon le positionnement géographique ou en termes de maturité, c'est vrai que ça redevient des niveaux attractifs. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir que l'investment grade à partir de 3% est assez soutenu parce qu'il y a des acheteurs naturels, tout ce qui est institutionnel, non institutionnel, à partir de 3%, continue à racheter du papier. On a le high yield qui, en fait, aujourd'hui, offre encore des rendements assez attractifs. Donc ça, c'est les classes d'actifs à privilégier, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que nous, on n'est pas trop à privilégier les emprunts d'État. On préfère quand même investir dans le crédit. Après, c'est vrai que selon un peu, je dirais, l'appétit pour le risque, c'est vrai que le high yield est assez corrélé aux actions. Donc, le côté diversification ou que contrebalancier dans un portefeuille du high yield est un peu plus limité, parce que quand ça secoue, alors que c'est vrai que l'investment grade à 3%, s'il y a une détente des taux dans les volatilités, s'il y avait un crack de marché, évidemment, ça va donner beaucoup plus de performance à l'investment grade où les spreads risquent de moins s'écarter que le high yield en cas de correction de marché. Mais pour revenir au point, c'est qu'aujourd'hui, vraiment pour nous, l'obligataire a toute sa place dans un portefeuille et c'est vraiment le conseil qu'on donne aux clients. Les marchés actions sont assez topiches. Diversifiez bien vos portefeuilles avec de l'obligataire et du crédit.
Quel appétit pour le risque, là, sur cette rentrée? Alors c'est vrai que nous, cet été, je disais l'été était assez clément, mais ce qui était assez intéressant, c'est que en tant que vendeuse, on a reçu pas mal de flux entrants sur l'obligataire investment grade. Donc on voit vraiment que les gens continuent à sortir du monétaire, je parle beaucoup du monde institutionnel, pour se repositionner sur les marchés obligataires. Donc c'est vrai que l'appétit pour le risque, même si d'une certaine façon, ce qu'on appelle les spreads de crédit, donc les écarts de crédit, l'écart de rémunération entre les emprunts d'État et les obligations d'entreprise, sur le crédit investment grade européen, c'est certes modeste, entre 80 et 85 points de base, mais finalement, on a eu pas mal de gens qui ont ralloué des États-Unis vers l'Europe, donc ça, c'est un facteur de soutien au crédit européen. Sur le high yield, les spreads sont autour de 275 à 280 points de base, donc c'est comme une certaine surprime attractive qui offre des rendements de 5,5%. Donc pour nous, il y a vraiment encore un appétit pour le risque, même si les spreads sont un peu plus mesurés. Et Alain, pour conclure, sur les classes d'actifs, selon vous, vous étiez d'accord avec ce que Violaine évoquait? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors globalement, oui, je pense que l'obligataire a toute sa place. Alors nous, on est vraiment crédit et quand on dit crédit, dette d'entreprise, comme je vous l'ai dit, hein, moi, les taux souverains, on pense qu'il va y avoir encore de la volatilité. On parlait de la France. Par contre, sur le crédit, on privilégie vraiment les subordonnés. Donc l'investment grade, on n'est pas dessus. On préfère vraiment les subordonnés qui restent parfois investment grade, mais qui sont toujours à la limite du high yield, comme les subordonnées financières, comme les corporate hybrides, mais aussi le high yield de bonne qualité. Pourquoi? Parce que la croissance reste correcte. Et même si on peut avoir un ralentissement côté action, côté crédit, on ne voit pas ce ralentissement. Donc on a toujours un portage qui est quand même très important. Je vous rappelle que le rendement, c'est quand même la somme du taux d'État plus les primes de risque. On parlait des taux d'État, on ne les voit pas du tout monter. On quantifiait, oui, les taux longs, mais pas sur le court, pas jusqu'à 5 ans. Ça, c'est la première chose. Et les spreads de crédit qui restent relativement faibles donnent quand même des rémunérations qui sont très, très intéressantes historiquement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des rendements de l'ordre de 4, 5, 6%. Et là, je parle subordonné. Hein, sur les subordonnés, on est au-dessus de 4%, même tout en restant investment grade, et au-dessus de 5 sur le high yield. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, il n'y a pas tellement, on ne peut pas trop se poser la question. On a encore des beaux jours devant nous parce que les taux de défaut et la croissance restent là, avec une inflation qui relativement va baisser. Même l'inflation aux États-Unis qui est encore à risque compte tenu des tarifs et autres. En fait, c'est un one-off. C'est-à-dire que ça se passe une fois et a priori, si on se projette un peu, on ne devrait pas avoir c'est pour ça qu'on attend des baisses des taux. On ne devrait pas avoir de problème d'inflation à moyen terme aux États-Unis. C'est pour ça que sur le crédit, on peut y aller tranquillement et sereinement, notamment sur les larges spreads, que j'appelle le large spread, comme je vous l'ai dit, subordonné et high yield. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci beaucoup. Merci Pauline. Et merci Violaine Desserrand, directrice du bureau parisien France et Belux de BNY Investments. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis de recevoir Hugo Rapp, co-gérant et associé de Reward Patrimoine. Bonjour Hugo. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on fait un focus sur le private equity. On en a déjà parlé au début d'émission. Mais pour cette séquence, on va essayer de vulgariser en 5 minutes la classe d'actifs. Pourriez-vous commencer par nous rappeler ce que c'est ? Donc le private equity, c'est ce que nous on appelle en français le capital investissement. Donc qu'est-ce que le capital investissement? C'est investir au capital de sociétés non cotées en bourse, à l'inverse du marché coté. On remarque effectivement qu'il y a une méconnaissance des épargnants et du grand public sur cette classe d'actifs, assez fort logiquement, puisque par le passé c'était une classe d'actifs qui était peu accessible. Et réservée plutôt aux institutionnels? Exactement, de par la forte importance des tickets d'entrée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, même, on remarque sur nos investisseurs un petit peu plus aguerris sur les marchés, il y a également souvent quelques confusions sur cette classe d'actifs. Quels sont les différents segments du private equity et est-ce qu'ils sont connus du grand public? J'imagine que non, vu ce que vous venez de nous dire. Mais Voilà, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'investir en private equity, ce n'est pas forcément investir dans des startups. En fait, c'est très large. D'accord. On a différents segments. Donc, on a le premier segment qui s'appelle le capital risque, où là, les fonds vont investir au capital de sociétés très jeunes, où on a très peu de visibilité, où là, on attend un multiple important sur sa mise, mais on peut avoir également un taux de casse en face qui peut être important.
On a aussi ce qu'on appelle le capital croissance, où là, le fonds va investir au capital de sociétés qui sont en forte croissance. D'accord. Et donc, l'objectif pour le fonds, c'est d'y apporter pas que du financement, aussi de l'expertise pour accompagner cette croissance. Donc, la création de valeur va se faire dans l'accompagnement de la croissance. Et il y a également ce qu'on appelle le capital transmission. Et donc, le capital transmission, là, le fonds va prendre des parts majoritaires au capital de sociétés qui sont rentables. Et donc, l'objectif, là, pour le fonds, ça va être d'y apporter son expertise pour acquérir un marché supplémentaire. Généralement, sur cette classe d'actifs, on met également un petit peu de levier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit bien qu'il y a une grande différence entre investir sur des sociétés qui sont toutes jeunes versus des sociétés déjà rentables. Donc, c'est une classe d'actifs qui est très large. Voilà. D'accord. Quelle comparaison on peut faire entre des niveaux de pondération entre institutionnels et investisseurs retail, Hugo? Alors voilà, justement, pendant très longtemps, ça a été une classe d'actifs réservée qu'aux institutionnels de par le ticket d'entrée très élevé. Aujourd'hui, il y a un travail majeur qui a été fait par plusieurs acteurs pour rendre cette classe d'actifs plus accessible. Ouais. Et donc, aujourd'hui, les institutionnels, c'est à peu près 15 à 20% de pondération dans les portefeuilles versus le retail où on est à 2-3%. D'accord. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est bien sûr ne pas s'exposer à 100% de son patrimoine, mais entre 3 et 15, il y a quand même une différence. Donc, s'y exposer un petit peu, ça nous paraît avoir du sens. Voilà. Vous le disiez juste avant, mais l'accessibilité de la classe d'actifs du private equity est grandissante. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors justement, de par les tickets d'entrée élevés, aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont permis, de par la mutualisation des capitaux des investisseurs retail, donc particuliers, de se piquer sur les grands fonds mondiaux et donc de rendre accessible cette classe d'actifs à partir de 100 000 euros. Maintenant, c'est le régulateur qui a D'accord. fixé ça. Donc on est quand même, j'entends que ce n'est pas accessible à tout le monde, mais entre 100 000 et 20 millions, il y a quand même un petit écart. Et donc aujourd'hui, on peut se construire un portefeuille diversifié de fonds de private equity sur les secteurs croissance et transmission, donc des secteurs moins risqués, pour un ticket de 100 000 euros. Quel est l'intérêt du private equity pour une stratégie de diversification sur le long terme plutôt? Alors, le risque principal, il faut quand même l'évoquer Ouais. sur le private equity, c'est qu'on est sur le secteur de l'économie réelle, donc c'est le temps long. On est loqué, donc on est bloqué entre 8 et 10 ans sur un investissement sur un fonds de private equity. Mais en revanche de ça, on est payé pour cette illiquidité puisque on attend des rendements supérieurs, par exemple au MSCI World. Si je prends le rendement historique sur les 20 dernières années du MSCI dividende réinvesti, on est autour de 8,5. Là où sur la moyenne des fonds de private equity mondiaux, sur les 20 dernières années, on est plutôt autour de 13. Ah oui. Donc cette illiquidité doit être payée. Bien sûr. Alors la performance passée ne présage pas des performances futures, Tout bien à fait. évidemment, mais on pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui à s'y exposer quand même. Une dernière question rapide, Hugo. Est-ce que c'est un outil de décorrélation par rapport au marché coté? Oui, alors je réponds en deux petits points. Le premier, je dirais que oui, par rapport aux turbulences quotidiennes. Nous, en tant que Français, on le vit bien en ce moment. Donc, on a ces effets de cassure journalière, comme la perte du CAC la semaine dernière, ne va pas impacter les fonds de private equity. En revanche, si on a aujourd'hui des taux d'intérêt qui remontent fortement, une valorisation de société, c'est une actualisation des cash flows futurs. Donc, forcément, si les taux montent, ça fait baisser les valorisations. Donc, les mouvements de taux ont un impact, mais on va dire les turbulences de marché quotidiennes, étant donné qu'on a des valorisations à 3 mois sur les sociétés non cotées, on est moins exposé, on va dire, à ces turbulences quotidiennes qu'on connaît d'ailleurs en ce moment. Merci beaucoup, Hugo Rapp. Vous êtes co-gérant associé de Reward Patrimoine. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Bismart. Vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr, sur tous nos réseaux sociaux. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. À plus tard.